Hier a eu lieu le grand sommet pour la paix entre Trump et Zelensky, et ce fut un échec total. Malgré cela, les médias occidentaux tentent, comme toujours, d'embellir la situation et ce faisant, ils se ridiculisent jusqu'à l'os. Et franchement, même Poutine avait parlé très clairement à l'avance. C'est précisément pour cette raison que vous trouverez dans cette vidéo le véritable résumé de cette rencontre pour la paix et non ce bavardage déconnecté de la réalité que nous servent nos médias. C'est parti. Tout d'abord, une petite précision concernant ma vidéo d'hier, car j'y ai dit que Trump et Zelensky se rencontraient à Washington, ce qui était un léger lapsus. La rencontre a bien sûr eu lieu en Floride. Certes, ce n'est qu'un détail, mais j'ai vu énormément de commentaires à ce sujet et je tenais donc à clarifier les choses. Désolé, erreur corrigée. Entrons maintenant directement dans le vif du sujet. Et pour commencer, je veux vous montrer comment les médias occidentaux essaient, une fois de plus, de présenter positivement la rencontre entre Trump et Zelensky. Le journal Bild a écrit « Rencontre sur l'Ukraine à Mar-a-Lago, accord à 95%. » Ça sonne bien, mais ce n'est pas suffisant. Des experts de premier plan expliquent ce que le sommet Trump-Zelensky a apporté. Pourtant, après la rencontre, le président américain Trump a déclaré « La question de la sécurité pour l'Ukraine est, disons, résolue à 95%. » L'expert militaire et en sécurité, Christian Mölling, a évalué cette rencontre pour le journal Bild. Et là, accrochez-vous. Mölling déclare « Le point positif, c'est que pour l'instant, rien ne s'est mal passé. » Incroyable. Il y a un dialogue et il existe une version du document sur laquelle on va maintenant continuer à travailler. Mais il ne faut pas oublier que ce qui est présenté aujourd'hui comme une négociation ne doit pas forcément rester tel quel. Des concessions peuvent aussi être retirées. Mölling met également en garde contre un narratif que les médias russes diffusent déjà depuis toute l'année. Premièrement, la victoire de l'armée russe serait inévitable. Deuxièmement, seuls les Européens voudraient encore la guerre, tandis que les Américains voudraient la paix. Trump aurait repris de manière grotesque la position russe en citant à plusieurs reprises Poutine et en soulignant sa prétendue bienveillance envers l'Ukraine, critique le politologue Yeager. Et ça, mes chers spectateurs, ça veut tout dire. Les Européens considèrent comme une victoire le simple fait que rien ne se soit mal passé. À quel point est-ce pitoyable? Bien sûr, on pourrait dire qu'en février dernier, la situation avait été bien pire lorsque Zelensky avait été pratiquement mis à la porte de la Maison-Blanche. Mais cela ne peut quand même pas être la référence de la politique internationale européenne. Franchement, à quel point est-ce misérable? Je veux dire, tous les médias occidentaux ont parlé toute la semaine dernière d'énormes progrès et du fait qu'un accord était imminent, que Trump et Zelensky allaient sceller le traité de paix pendant le week-end et que tout irait bien. Et maintenant, rien ne s'est passé. Absolument rien n'en est sorti et on se contente d'être soulagé que rien ne se soit mal passé. Et rien que le fait que Donald Trump ait téléphoné pendant 1 heure à Poutine, 2 heures avant la rencontre avec Zelensky, afin de se coordonner, en dit déjà long. Ça dit tout en réalité. Je parie que Poutine et Trump ont discuté au téléphone de la stratégie à adopter pour balayer au mieux le plan de paix ridicule de l'UE et de Zelensky, parce que Trump sait très bien lui aussi que Poutine n'acceptera de toute façon jamais ce traité de paix, et c'est précisément pour cette raison qu'ils doivent maintenir la pression afin que Zelensky finisse par accepter le plan initial en 28 points de Trump et de Zelensky. Trump évoque le sujet le plus sensible et s'exprime sur l'Ukraine, la Russie et Poutine.
Trump salue les progrès réalisés dans les discussions, mais reconnaît que les éventuels statuts territoriaux de l'Ukraine restent l'un des sujets les plus délicats à l'ordre du jour. Il a ajouté que Moscou, comme Kiev, travaillait également sur la remise en service de la centrale nucléaire russe de Zaporijia. Peu avant l'arrivée de Zelensky, Trump a annoncé sur son réseau social qu'il avait eu une conversation très productive avec Poutine, tandis que le conseiller présidentiel russe, Yuri Ushakov, déclarait que les deux parties partageaient en grande partie des points de vue similaires et qu'un cessez-le-feu temporaire ne ferait que prolonger le conflit. Une proposition en 20 points, présentée par Zelensky avant la rencontre, a été rejetée par Moscou. La Russie l'a qualifiée de radicalement différente de ce que la Russie et les États-Unis ont discuté à ce sujet. Auparavant, le vice-ministre russe, Sergei Ryabkov, avait déclaré que Moscou était pleinement disposé à faire avancer le processus de paix, tandis que Kiev et ses soutiens européens tentaient de le saboter. Et vous avez vu ça, oui, Trump explique sur les réseaux sociaux qu'il a eu une conversation très productive avec Poutine, pas avec Zelensky, avec Poutine. Trump sait parfaitement que la Russie est en train de gagner cette guerre et que par conséquent, c'est la Russie qui peut dicter les conditions de la paix, comme cela a toujours été le cas dans toutes les guerres. Le vainqueur fixe les conditions et le perdant n'a qu'à se taire et dire oui et amen à tout. Mais Zelensky se borne à rien et l'UE, avec leurs exigences maximales, toujours renouvelées, qui n'aboutissent à rien, ne font encore une fois aucun progrès. Et au final, on se contente honnêtement d'être soulagé que rien ne se soit mal passé. Et comme je l'ai déjà dit avant, même que Zelensky ne se rende aux États-Unis pour rencontrer Trump, Poutine avait déjà rejeté ce plan occidental en 20 points. Il l'avait refusé. Il était pourtant évident que Poutine n'y donnerait en aucun cas son accord. Et c'est justement pour cela que je me demande pourquoi Zelensky et l'UE s'accrochent à leur propre plan, totalement déconnecté de la réalité, avec des exigences maximales, alors qu'il est déjà clair qu'il sera rejeté, et pas seulement par Poutine, mais aussi par Trump, puisque Trump n'a tout simplement pas donné son accord comme on l'espérait. Oui, tous les grands points, comme les concessions territoriales, les garanties de sécurité, de nouvelles élections, etc., restent toujours non résolus, et ce sont justement les dossiers les plus lourds. Je ne vois qu'une seule explication, l'UE cherche à gagner du temps avec toutes ces absurdités parce qu'elle prépare en ce moment même un changement politique en mettant en avant l'ancien chef de l'armée Zaloujny. Un possible challenger de Zelensky est de retour en Ukraine. L'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valery Zaloujny, qui, selon les sondages, battrait Zelensky à l'élection présidentielle, devrait rentrer de Londres à Kiev début janvier, selon des médias ukrainiens cités lundi. La radio NV cite 4 sources politiques et diplomatiques affirmant que le général à la retraite, actuellement ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni, aurait déjà informé Zelensky, il y a quelques semaines, de son intention de démissionner et de rentrer au pays, ajoutant qu'il déposerait sa déclaration officielle avant la fin de la semaine. Selon certaines informations, Zelensky aurait proposé à Zaloujny un nouveau poste, notamment celui de Premier ministre ou de chef de l'administration présidentielle. Mais Zaloujny aurait répondu qu'il n'était pas intéressé pour le moment selon les sources citées par les médias. Et ça, c'est vraiment énorme. Oui, Zaloujny est actuellement très largement en tête de Zelensky dans les sondages pour la présidence. Et c'est précisément pour cette raison que Zelensky essaye, bien sûr, d'écarter son concurrent. Il lui a même proposé le poste de Premier ministre, ce qui, d'après la Constitution, n'est tout simplement pas possible à l'heure actuelle. Donc il lui a offert le deuxième poste, le plus élevé de l'État. En réalité, une sortie en or, un immense honneur. Mais Zaloujny a refusé parce qu'il a un plan très clair. Zaloujny veut devenir le nouveau président et remplacer Zelensky.
Ou plutôt peut-être qu'il ne le veut même pas personnellement, mais c'est désormais sa mission, car nous savons tous que Zaloujny est une marionnette des services secrets britanniques du MI6. C'est aussi pour cette raison qu'il a passé 2 ans en Grande-Bretagne comme ambassadeur, afin d'y être parfaitement préparé par le MI6 à sa nouvelle tâche de président de l'Ukraine, pour ensuite aligner le pays exactement selon les intérêts britanniques. Et bien sûr, cela n'est absolument pas dans l'intérêt de Poutine, puisqu'il préférerait voir à la tête de l'Ukraine un président favorable à la Russie. Mais il pourrait éventuellement jouer le jeu dans un premier temps et faire semblant d'accepter, afin que les Britanniques éliminent d'abord Zelensky dans l'espoir de pouvoir ensuite installer Zaloujny. Mais une fois Zelensky écarté, Poutine tirera alors le frein d'urgence et dira maintenant c'est notre président qui arrive. Après tout, Poutine est actif depuis des décennies dans la politique internationale et auparavant il a eu une longue carrière dans les services de renseignement russes. Il sait parfaitement comment fonctionne le jeu politique. C'est donc la grande question, maintenant, comment la situation va-t-elle évoluer en Ukraine dans un premier temps, puisque le sommet pour la paix a officiellement échoué et que Donald Trump a posé un ultimatum à Zelensky. Je pense que dans la prochaine étape, d'autres détails concernant les affaires de corruption vont émerger, ce qui confirmera alors l'implication de Zelensky. Il sera ensuite écarté et les négociations de paix pourront être menées directement avec le Parlement ukrainien. À ce moment-là, les chances d'aboutir à un accord de paix devraient être nettement meilleures. Alors, qu'en pensez-vous ? Comment voyez-vous la suite de la situation en Ukraine ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires sous la vidéo.